Bon, alors nous allons procéder maintenant avec notre premier invité. Il s'agit de M. Guillaume Lavoie, conseiller de ville à Montréal. M. Lavoie, vous disposez d'une dizaine de minutes. Je vais vous avertir peut-être dans la dernière minute. Et par la suite, nous procéderons à un échange avec les membres de la commission. À vous la parole. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Permettez-moi d'abord de saluer le ministre pour son initiative, pour la tenue de cette commission, et de remercier également tous les membres de la commission pour leur invitation. Effectivement, je suis Guillaume Lavoie, conseiller de ville à Montréal. Je suis le porte-parole de Projet Montréal, l'opposition officielle à l'Hôtel de Ville de Montréal sur les questions de finances et de relations gouvernementales. Et puisque le hasard a voulu que je suis le premier invité à présenter devant vous, je vais prendre l'opportunité pour peut-être prendre 1 ou 2 pas de recul pour bien situer le contexte, à mon sens, dans lequel se situe l'examen que fera la Commission. Il se passe des transformations économiques fondamentales dans la prestation des services. On les appelle économie collaborative, consommation collaborative, peu importe le nom qu'on lui trouve. Il y a 3 fondamentaux qui changent profondément la manière dont cela a lieu. Le premier, c'est maintenant, grâce aux plateformes technologiques, d'avoir accès à la capacité résiduaire d'un bien, d'une habilité, d'un service. Par exemple, la voiture étant peut-être le meilleur exemple, qui est un actif qui n'est pas utilisé entre 94 et 96 % du temps. Deuxièmement, c'est que nous sommes une société fondée essentiellement sur le fait d'être propriétaire de quelque chose pour y avoir accès. Le prochain renversement sera que l'accès pourra être facilité sans nécessairement posséder quelque chose. Et troisièmement, c'est là où ça frappe le plus la manière dont on pense les politiques publiques, c'est l'abaissement général des barrières d'entrée dans les marchés. Essentiellement, ça permet très facilement à tout un chacun d'entrer dans un marché, à tout un chacun de devenir micro-entrepreneur sur la base des biens, des habilités et du temps qu'il possède. Et il faut bien comprendre que, bien que ici, ça parlera d'Uber et du taxi, ça parlera du transport, mais tout ça s'inscrit dans une logique qui va bouleverser tous les champs de l'activité humaine, tous les ministères et l'ensemble des politiques publiques. Pensez à l'hébergement et l'habitation, à la restauration et l'alimentation. Je pourrais même mettre le financement et l'investissement qui finira aussi par être inclus dans ces choses-là. Alors, le transport et le débat d'aujourd'hui va s'inclure là-dedans. Et en termes de contexte, pour être plus précis sur le sujet, Projet Montréal, il y a presque jour pour jour, il y a 1 an, a déposé une motion à l'Hôtel de Ville de Montréal demandant essentiellement d'encadrer afin de mieux permettre cette nouvelle technologie que nous pourrons appeler les plateformes de covoiturage ou les compagnies de transport en réseau. Et fondamentalement, il faut bien comprendre que cette arrivée dans les politiques publiques vient rendre souvent soit inopérante, inadéquate ou très souvent contraire à l'intérêt général les lois et les règlements que nous avons mis en place dans un contexte qui est bien dépassé aujourd'hui. Alors, qu'est-ce que maintenant les décideurs publics, les législateurs, doivent faire? Comment doivent-ils aborder le problème? Et peut-être un des documents les mieux écrits là-dessus, très concis, bien fait, c'est le document du Mowat Center qui dit comment les décideurs publics doivent penser les manifestations de consommation collaborative. Comment doivent-ils orienter leur réflexion? Et essentiellement, c'est de se poser la question, quel est l'objectif de politique publique le plus important? Et c'est ça qui va guider le reste. À mon sens, l'objectif public le plus important lorsqu'il est question de transport, c'est d'améliorer les options de mobilité au Québec et dans nos villes. Améliorer l'offre, améliorer la qualité et bien sûr, être capable d'aller de l'avant avec une réduction des gaz à effet de serre qui représente le transport routier représente 40 % de la signature effet de serre au Québec. Et il est très clair que les plateformes de covoiturage commercial permettent d'atteindre ces objectifs-là, que l'on les aime ou pas. Le deuxième grand objectif qui doit nous guider, M. le ministre a raison, c'est la sécurité du public, où il ne peut pas y avoir ni même l'ombre d'un compromis. Sécurité du public, ça veut dire 2 choses. La sécurité physique des occupants d'une voiture, par exemple, tant pour le chauffeur que pour le passager, et la sécurité de la transaction commerciale, si vous voulez. Si je paie pour un service, est-ce que j'obtiens le service? Et si j'offre un service, est-ce que je suis rémunéré en conséquence? Protection du consommateur. Et troisièmement, et c'est là où c'est plus délicat, c'est la capacité de créer un environnement réglementaire qui est à la fois concurrentiel, équitable et juste pour tout le monde, pour le taxi, pour les plateformes, pour l'utilisateur et pour le contribuable également.
Et il y a 3 thèses, selon moi, qui nous permettent d'arriver à ça. Essentiellement, c'est le principe, les exigences et le cadre. Par principe, c'est que ça nous prend un traitement réglementaire équitable de ces 2 modèles d'affaires qui ont des fondamentaux profondément différents. Mais équitable ne veut pas dire identique, parce qu'il faut respecter les logiques de leur modèle d'affaires. Si on essaie de cadrer une nouvelle réalité, un nouveau modèle d'affaires, dans des règles qui ont été écrites il y a longtemps pour un autre modèle d'affaires, ce sera l'échec assuré. Et c'est ça qu'on vit aujourd'hui. Alors, je suis en train de dire ici qu'il faut augmenter la réglementation des plateformes de covoiturage commercial, mais en même temps, il faut réviser et profondément alléger la réglementation qui s'applique à l'industrie du taxi traditionnelle. C'est une réglementation dépassée, qui nuit à l'industrie, qui l'empêche d'être pleinement concurrentielle, pleinement innovante et qui, à la fin, l'écrase et la contraint. Mais il n'est pas question ici, quand je dis qu'il faut alléger les réglementations, ce n'est pas une thèse libertarienne. L'État a un rôle à jouer dans le transport urbain. C'est très clair. D'où viennent les exigences? Les exigences de sécurité sur le chauffeur comme pour la voiture, et 2 thèses très importantes où mettre les exigences. D'abord, les redevances. Parce que ce soit les compagnies de taxi traditionnelles ou que ce soit les nouvelles plateformes de covoiturage commercial, nous avons là 2 modèles d'affaires privés qui utilisent l'espace public afin de générer un profit. La collectivité est donc tout à fait en droit d'exiger une redevance pour l'utilisation d'un bien collectif à des fins privées. Évidemment, pour les plateformes, la logique la plus évidente, c'est une redevance générale annuelle et une redevance par titre de course. Et le deuxième grand axe important, c'est sur les données. Nous avons ici un potentiel d'avoir accès à des métadonnées sur l'origine, destination des gens lorsqu'ils se déplacent à travers ces plateformes-là. Il faut bien comprendre que cela est un potentiel majeur pour aider les institutions publiques dans le déploiement et l'orientation de leurs efforts limités par les deniers publics des moyens de transport collectif. Où est-ce que je vais mettre le prochain autobus? Où est-ce que je vais penser la prochaine ligne de métrobus? Voilà des informations que nous pourrions comme ça réorienter le réseau de transport public pour le rendre le plus efficace possible et faire ça sur une base presque mensuelle. Finalement, je disais, principe, exigence et le cadre. Et là, c'est particulièrement délicat et c'est là où il faut être capable d'innover. Ça nous prend un cadre qui permet la cohabitation qui est juste pour le taxi, l'industrie du taxi traditionnel, qui, il faut l'avouer, est prisonnier d'un système qui est très imparfait. Même si le système est imparfait, ils sont quand même prisonniers de ce système-là, que ce soit les chauffeurs ou encore les propriétaires de permis. Il faut reconnaître cette situation. Il faut être tout à fait solidaire, avoir de la sollicitude pour leur situation et se dire comment est-ce qu'on fait pour faire atterrir tout ça. La première doit être une logique qui nous permet de réconcilier que si nous avons un cadre plus exigeant au niveau réglementaire, même si on allège le taxi traditionnel, le cadre réglementaire sera plus exigeant qu'une plateforme plus ouverte. Alors, il faut être capable de reconnaître que si on a un cadre plus exigeant, il faut compenser en mettant en place des avantages concurrentiels que seule l'industrie du taxi traditionnel, aura. Comment faire ça? Ça, c'est très simple. Offrir à l'industrie du taxi traditionnel des portions de marché qui lui sont réservées en prenant l'approche d'une clientèle réservée. On pourra en reparler dans les questions, mais le hailing est certainement le plus important. Et deuxièmement, offrir l'accès à de l'espace réservé, l'accès aux voies réservées, par exemple, le matin, à l'heure de pointe ou à la fin de la journée. C'est un avantage concurrentiel majeur comparé à l'autre qui est pris dans le trafic. Alors, ces choses-là sont importantes. Et deuxièmement, il faut avoir une logique où les permis, il faut avoir une ouverture possible sur un mécanisme de rachat ou de compensation. Et là, tout va jouer dans les modalités. Mais puisque l'on aura un marché réservé en partie, ça veut dire que la valeur ne sera pas zéro. Je terminerai en disant qu'il y a, si on reprend les thèses de qu'est-ce qui est le plus important pour les gestionnaires publics, quelles sont les politiques publiques les plus importantes, mobilité, sécurité, cadre réglementaire juste, il y a littéralement plus d'avantages à s'ouvrir à la modernité qu'à tenter, futilement, à mon sens, de préserver un statu quo qui, dans les faits, est souvent contraire à l'intérêt général.
Être capable d'encadrer va permettre de bénéficier des avantages tout en permettant de tempérer et de compenser les difficultés. Essentiellement, l'approche que je suggère que l'on prenne, qui touche à la fois le transport et l'ensemble des autres commissions qui, comme vous, devront regarder ce genre de manifestation-là dans d'autres domaines de l'activité humaine, sera essentiellement encadrée afin de mieux permettre. Merci. Merci beaucoup. Alors, nous allons passer maintenant à la période d'échange et nous commençons avec le côté gouvernemental. Monsieur le ministre, vous avez la parole. Oui, merci, Monsieur le Président. Écoutez, je reçois votre intervention, mais un des sujets qui n'a pas été couvert, à mon avis, est celui où le Québec opère dans un système, historiquement, dans un système de gestion de l'offre, où on a un certain nombre de permis de taxi qui sont émis, et naturellement, parce que ça donne une possibilité d'avoir un revenu, d'avoir un travail. Ces permis-là, qui à l'origine étaient gratuits, ont une valeur sur un marché secondaire. Et si nous essayons de compenser ces personnes-là, est-ce qu'on s'en va vers un système, dans votre perspective, où chacun aurait une redevance à payer, mais on n'aurait plus de gestion de l'offre? Puis une gestion partielle de l'offre où on garderait, imaginons, nos 8500 permis, puis on en donne d'autres. Pour une même clientèle, on ne fait que diluer le produit. Et à mon avis, on a une difficulté qui est importante là, parce que si, par exemple, prenons un exemple simplement, on taxait chaque course de type Uber pour compenser les détenteurs de permis, en fait, on va avoir un ensemble relativement plus pauvre. Si j'augmente de 20% le nombre de personnes qui opèrent pour une même clientèle, je viens de diminuer de 20% le revenu des gens qui travaillent dans le métier. Et si on veut avoir des automobiles qui sont en bon état, on veut avoir des chauffeurs qui sont payés correctement, pour un travail fort difficile, je vois mal comment on peut émettre des permis ou donner des droits de pratique sans affecter les détenteurs actuels et la valeur des permis actuels. La notion de détenir un permis et de gestion de l'offre dans ça, à mon avis, est fondamentale. J'aimerais vous entendre un peu plus sur ça. Merci, Monsieur le ministre. D'abord, je reviens à quel est l'objectif le plus important. L'objectif le plus important, c'est d'augmenter les options de mobilité. Si je poussais votre logique dans ces derniers retranchements, on pourrait dire à ce moment-là que les autres options de mobilité viennent possiblement ou potentiellement cannibaliser le marché du taxi. Je pense qu'on est beaucoup mieux avisé de multiplier les options de mobilité parce qu'à la fin, c'est l'auto-solo qui est le grand problème, tant au plan environnemental, tant au plan de la productivité dans nos villes et ailleurs. La gestion de l'offre est le système avec lequel on est pris. Est-ce que ça fait que nous ne pourrions pas évoluer à partir de là? Comment peut-on faire cet atterrissage difficile, j'en conviens? À mon sens, d'offrir un allègement réglementaire à ceux qui sont aujourd'hui dans le système va les rendre plus performants, plus concurrentiels, et ça veut dire commencer à ouvrir et regarder les possibilités de fixation des prix dynamiques, de leur offrir également des portions réservées dans le marché, pour également leur offrir une compensation avec des avantages concurrentiels. L'accès aux voies réservées, ce n'est pas rien. Vous avez dans les villes des centaines et des centaines de ce qu'on appellerait un taxi stand, c'est-à-dire des lieux d'attente pour les taxis, qui fait qu'ils sont géographiquement toujours mieux positionnés que d'autres pour prendre des clients à des endroits importants. On pourrait même ajouter que ces endroits-là réservés à des taxis, qui, par exemple, vous les avez dans l'ensemble des institutions gouvernementales, je pense aux hôpitaux, c'est un avantage commercial important. Alors, l'idée ici, c'est comment est-ce que je peux m'assurer que cela peut fonctionner tout en multipliant des options de mobilité parce que le grand objectif public ici doit être celui-là et le reste doit s'accorder en fonction de ça. Merci. Monsieur le ministre. Oui, vous êtes conseiller municipal à la Ville de Montréal. Il y a environ 4700 permis à Montréal. Et vous me dites que cette approche-là serait celle qui pourrait satisfaire les propriétaires de permis de taxi dans Montréal? Pas dans le contexte actuel. Vous savez, tant et aussi longtemps que le gouvernement du Québec n'aura pas pris une décision sur où est-ce qu'il veut aller, il n'y aura pas de négociation possible. Mais il est très clair, à mon sens, que ce genre d'augmentation de la mobilité, en protégeant une partie du marché, est une piste d'atterrissage qui permet de réconcilier l'objectif majeur
de faciliter la mobilité en ville, de réduire l'utilisation de l'auto solo, d'améliorer notre bilan d'émissions de GES, tout en préservant l'industrie du taxi traditionnel comme nous la connaissons, et également d'ouvrir la porte à une possible compensation. Je vais laisser la possibilité à d'autres parties d'intervenir, puis on reviendra sur le décision. En fait, on a une période de temps réservée au gouvernement qui est 14 minutes et demie, et par la suite, on passe aux autres membres, et il y a peut-être d'autres députés? Et mes collègues... Est-ce qu'il y a d'autres députés du côté gouvernemental qui veulent intervenir? Monsieur le député Dubuc. Merci, Monsieur le Président. Monsieur Lavoie, vous dites dans votre plaidoyer ou encore votre présentation qu'il faut s'ouvrir à la modernité. Je vous entends, c'est un fait. Il y a beaucoup de modernisme aujourd'hui. Les jeunes en savent quelque chose, mais si on doit s'ajuster justement à la modernité, c'est une chose. Mais si la modernité également doit servir je vous dirais, le citoyen lui-même par des règles qui lui sont propres, c'est-à-dire lorsqu'on veut vivre en société, faut qu'on puisse s'assurer que les règles sont applicables pour tous. Donc, appelons-la comme ça, l'application UberX, c'est un outil. C'est strictement un outil. Et c'est clair que ça vient changer des règles du jeu. Maintenant, on sait pertinemment, ça donne l'opportunité, je le répète, à l'industrie du taxi de se moderniser, d'avoir des applications semblables à celles au niveau de la localisation, semblables à celles d'UberX pour s'assurer de donner un meilleur service, améliorer la qualité de leur voiture, etc. Donc, une nouvelle concurrence est née. Mais vous dites que faut s'ouvrir à la modernité en laissant ça free for all pour tout le monde. N'importe qui peut, en raison qu'il y a un outil, là, n'importe qui doit se faire n'importe comment et véritablement pas payer ses taxes, pas payer ses impôts. Et ça, moi, j'ai un problème avec ça. Et véritablement, si les règles doivent être les mêmes pour tout le monde, est-ce que on doit nécessairement changer toutes les règles du pays ou de la province de Québec en fonction d'une nouvelle application qui vient d'entrer chez nous, ou cette application-là qui vient de s'installer chez nous doit s'assujettir aux règles de civilité d'ici pour être en mesure de donner un service et de bonifier potentiellement, je vous dirais, leur industrie, qui s'appelle l'application elle-même. J'aimerais vous entendre là-dessus, parce que c'est pas clair dans ma tête. Merci. Alors, Monsieur Lavoie. Merci, Monsieur le député. Permettez-moi un petit détour. Vous savez qu'au Québec, jusqu'à 2007, enfin, plus simple que ça encore, dans les années 80, il y a eu une nouvelle invention qui s'appelait les téléportatives. Il s'est trouvé quelques brillants pour utiliser la téléportative dans leur voiture. Le législateur a trouvé, évidemment, une bonne chose d'interdire d'écouter la télévision en conduisant. On n'a pas écrit comme ça. On l'a écrit en disant « Il est interdit et fortement puni d'avoir un écran dans sa voiture visible par le chauffeur. » Voilà comment notre réglementation était écrite. Évidemment, c'était avant l'arrivée des GPS dans les voitures. Alors, jusqu'en 2007, nous avions ce problème-là. Les GPS sont arrivés bien avant 2007. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que la loi d'hier devient un cadre immuable dans lequel une nouvelle réalité clairement ne peut pas entrer? Ou est-ce qu'on se dit qu'est-ce qui est véritablement important? Et voici comment on a modifié notre règlement. On a dit, il est toujours interdit d'avoir dans sa voiture un écran visible par la chauffeur, à moins que cet écran-là ne donne exclusivement des informations sur l'état mécanique de la voiture ou le trajet à faire. On a trouvé une piste d'atterrissage pour concilier un objectif public plus grand tout en protégeant la sécurité qui était l'objectif numéro 1 de notre réglementation. Je ne suis pas du tout en faveur du Far West. Et ça n'a pas à être le Far West. Je vais vous le dire comme ça, il est impossible d'encadrer sans permettre. Mais il est aussi impensable de permettre sans encadrer. C'est ce que énormément de villes réussissent à faire. Et l'encadrement, je vais vous donner quelques exemples. On pourrait décider, et le marché de l'assurance là-dessus est très clair, on pourrait décider qu'il faut avoir 25 ans pour pouvoir faire du covoiturage commercial.
parce que vous avez un peu plus d'expérience. On pourrait décider que ça vous prend un bilan de conduite exemplaire, pas beaucoup de points de démérite. On pourrait décider que vous devez avoir, bien sûr, des antécédents criminels vierges. On pourrait décider que votre voiture ne peut pas être plus vieille que X années. On pourrait décider que votre voiture doit passer X, Y, Z inspection mécanique. Et tout ça est tout à fait possible parce que ça existe ailleurs et c'est pas compliqué. L'autre chose... Oui. Pas vous pousser, mais il y a plusieurs députés qui voudraient poser des questions. Vous avez bien raison. Terminer rapidement sur celle-ci. Bien, je reviendrai plus tard. D'accord. Alors, Monsieur le député de Laval est rapide. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je vais faire une déclaration très personnelle sur le sujet. J'ai utilisé le service UberX, mais pas au Québec, à Chicago. L'été dernier, en vacances, j'ai pu voir comment ce service-là, dans une ville où il est réglementé, où il est disponible, où il est accessible, comment le service fonctionne dans une grande ville comme Chicago. Ma question pour vous, M. Lavoie, en termes d'options de mobilité, effectivement, parce que, ultimement, je pense qu'il faut penser aux consommateurs. Je pense que tout ce débat-là, selon moi, il faut le ramener au niveau du consommateur, au niveau du service qui est offert, au niveau de la disponibilité, au niveau des options de mobilité à ce niveau-là. Et également, à savoir, la question que je me pose, vous, en tant qu'élu municipal de Montréal, vous avez été témoin l'an dernier, à travers l'ancien ministre des Transports, d'un grand sommet par rapport à la modernisation du service du transport ou de taxi l'an dernier. Quel jugement ou quelle analyse faites-vous dans les quelques mois ou peut-être les 6 derniers mois de l'évolution suite aux différents engagements des différents partis, de comment améliorer ce service-là destiné aux consommateurs? Moi, je vais vous le dire, du point de vue d'élu, ce qui m'intéresse ultimement, c'est le service qui est rendu. Et je fais un lien avec le grand nombre de Québécois qui ont non seulement téléchargé l'application, mais qui ont également utilisé le service au cours des dernières années, et pas uniquement Uber, qui sont ouverts à cette expérience de mobilité, si on peut dire. Merci. Monsieur Lavoie. Oui. Très rapidement, Monsieur le Président, merci, Monsieur le député, pour votre question. D'abord, Chicago est certainement un exemple qui permet de concilier les deux systèmes. Et le maire de Chicago n'est pas exactement reconnu comme étant un libertarien. Et il a réussi. Il a réussi essentiellement en partageant le marché, comme je l'expliquais, et en ajoutant d'autres choses importantes que l'industrie du taxi a gardées pour elle. Lorsque vous mentionnez, et bien sûr, le mot UberX va revenir très souvent, mais c'est important de réaliser que c'est pas ça la distinction fondamentale ici. C'est que, avec UberX, par exemple, c'est une plateforme de covoiturage urbain ou covoiturage commercial qui permet à tout un chacun d'entrer dans un marché pour 1 heure, pour 2 heures, pour toujours. Et si c'est pas UberX, c'est plein d'autres. Dans les quelques-uns que j'ai pu noter, là, vous avez Lyft, Sidecar, Ola, Quaddy, GrabTaxi et les nouveaux, le Zeus et Arcade City. Alors, ce concept-là, lui, va s'imposer. Alors, la question, c'est comment est-ce qu'on fait pour le faire atterrir? Et vous avez raison, le système est extraordinairement populaire. Et lorsque vous vous dites comment est-ce qu'on va gérer ça, comment ça se passe à Montréal, la vérité, c'est qu'on a là une opportunité d'avoir plus de mobilité sans devoir investir un seul sou et pouvoir aller chercher des redevances. Le système actuel, dans le budget de la Ville de Montréal, coûte 3,5 millions de dollars par année, sans aucune redevance. Les gens doivent savoir et doivent comprendre que le système actuel ne rapporte rien en termes de redevances directement aux villes ou encore au gouvernement du Québec. Alors, il y a là un enjeu majeur. Monsieur le député de Mégantic, il reste pas 1 minute. Bonjour, M. Lavoie. Je vais essayer d'aller très rapidement. J'aimerais vous entendre sur le commentaire que vous avez fait au sujet d'ouvrir des prix dynamiques et de voir comment ce concept-là rendrait service finalement à la clientèle ou les utilisateurs du service. Une seconde. La première raison pourquoi on a fixé un prix qui est presque coulé dans le béton, tant en termes de départ de course que de par kilomètre et par minute, c'est parce qu'il était impossible d'avoir une rétroaction. Comment est-ce qu'on fait pour protéger les gens
contre quelqu'un qui exagérerait son prix ou mentirait sur son prix. Avec les applications, on a moins ce problème-là. Mais je pense que ce serait véritablement aider l'industrie traditionnelle du taxi de pouvoir avoir des prix plus compétitifs dans des moments où c'est plus tranquille et d'avoir des prix un peu plus chers dans des moments où c'est très en demande, ce qui est d'ailleurs la logique dans le monde de l'hébergement, dans le monde de l'aviation, partout ailleurs. Et ce serait plus intéressant pour le chauffeur. Merci, également. M. Lavoie. Nous allons passer maintenant aux questions du côté de l'opposition officielle. Madame la députée de Vachon. Merci, M. le Président. Bienvenue, M. Lavoie, à la commission parlementaire. Je pense que nous partageons une vision du développement technologique, mais j'aimerais toutefois vous entendre parce que développement technologique ne rime pas nécessairement avec transport illégal. Il y a des exemples, d'ailleurs, Taxelco qui a fait du développement technologique, de l'électrification des transports, tout en respectant le cadre actuel. Je ne crois pas que ce soit incompatible. Et c'est sûr que les cadres peuvent toujours évoluer, mais lorsqu'on rentre dans un marché, il me semble que la moindre des choses, ce serait de respecter ce qui est en place. Et je vous entends depuis tantôt parler de covoiturage commercial. De votre vision, est-ce que les chauffeurs de taxi font du covoiturage commercial? Vous savez, Madame la députée, le débat sur le nom ou l'étiquette, à mon sens, ne nous avance pas. Si par contre, une des raisons, si on parle du covoiturage classique, comme tous les gouvernements du Québec depuis 30 ans veulent encourager, c'est un échec comme politique publique. Et à mon sens, c'est un échec, entre autres, parce que nous interdisons qu'il y ait ni même un seul dollar de profit pour compenser la contrainte. À mon sens, c'est contre-intuitif de construire l'idée de covoiturage comme ça. Ouais, et la vérité, c'est qu'on n'a pas les résultats dans le système actuel. La question que je vous pose n'est pas celle-là. La question que je vous pose, c'est que si vous considérez que les chauffeurs d'UberX font du covoiturage urbain, est-ce que vous considérez que les chauffeurs de taxi font du covoiturage urbain également? On pourrait, oui, non. Pour moi, ça n'a pas d'importance. Ça n'a pas d'importance? Okay. Ça dépend qu'est-ce que vous voulez mettre comme définition à l'autre bout. On peut débattre sur le nom, mais quelle est la définition que vous voulez y attacher? C'est ça la question. Bien, la définition de covoiturage, elle est définie dans les lois du Québec et c'est lorsque le chauffeur décide de la destination. Et dans le cas d'UberX, le chauffeur ne décide pas de la destination. Le chauffeur prend la destination du client et vous savez qu'à Paris, UberPop a été condamné pour publicité trompeuse, justement sur l'utilisation du mot covoiturage urbain. Ce n'est pas du covoiturage parce que je pense qu'il faut démêler un peu tout ça parce qu'effectivement, les gens d'Uber sont très habiles en marketing, il faut leur donner, ils sont très, très forts en marketing et ont développé une belle plateforme. Mais si cette plateforme technologique-là, ils l'avaient vendue aux chauffeurs actuels ou avaient accepté d'acheter des permis de taxi, tout comme le fait Taxelco, par exemple, il n'y aurait pas eu de problème. On ne se serait pas retrouvé avec les problèmes qu'on a actuellement. Donc, c'est pour ça que je reviens à ça, parce que ça fait vraiment partie de leur marketing de covoiturage. Fait que vous me dites, oui, on pourrait l'utiliser. Je voudrais revenir à un autre point qui a été aussi demandé par les députés du gouvernement. Les algorithmes de prix dynamique. Vous dites, lorsqu'on avait établi des tarifs, et au Québec, les tarifs, c'est pas le chauffeur de taxi qui décide le tarif. Le chauffeur de taxi doit appliquer le tarif décidé par la Commission des transports du Québec. Or, UberX arrive et avec un algorithme, c'est de la programmation, puis cet algorithme-là peut prendre n'importe quoi en considération. On ne sait pas comment cette programmation-là a été faite et elle peut changer dans le temps parce qu'il n'y a rien qui la réglemente. Et vous dites, ces tarifs-là ont été établis au CTQ pour protéger les consommateurs. Je pense que vous avez vu passer les tarifs exorbitants que UberX a chargés pour le jour de l'an. Est-ce que vous appelez ça protéger les consommateurs? À deux conditions. Vous savez, une chambre d'hôtel, ça coûte plus cher le jour de l'an ou pendant le Grand Prix qu'aujourd'hui, à Montréal, du moins. La grande question, c'est pas le prix, parce qu'il y a toujours un prix. Soit je paye plus cher en argent, ou je paye plus cher en temps, parce qu'il n'y a pas d'offre. La grande question, c'est est-ce que le consommateur est informé de ce prix-là? Dans toutes les industries. Est-ce que le consommateur sait et est capable de dire « je comprends que ça va coûter X ». Voilà ma question, et c'est là où la protection du consommateur est importante. Lorsque vous dites, par contre, que UberX, Lyft, Sidecar et les autres peuvent venir et ils n'ont tout simplement qu'à rentrer dans le moule actuel, mais là, à mon sens, on passe à côté, toujours, de cette différence fondamentale dans les modèles d'affaires, qui est que
Dans un modèle, nous avons une offre fixe, et dans l'autre, cette offre-là est flexible parce que tout un chacun peut y entrer et en sortir à n'importe quel moment. Alors, soit vous êtes pour un modèle, ou vous êtes pour les deux, mais vous ne pouvez pas dire ce modèle-là peut exister dans un cadre d'offre fixe. Et d'ailleurs, dans un cadre d'offre fixe, vous aurez toujours deux nombres de taxis. Il y en aura soit toujours trop ou toujours pas assez. C'est l'avantage d'avoir, en plus d'un modèle à offre fixe, un modèle à offre flexible qui peut, lui, venir compenser des périodes de pointe pour lesquelles, économiquement, ça ne ferait aucun sens d'investir en capital dans une flotte de taxis qui ne servirait, par exemple, qu'à des pointes, soit le matin ou le soir. Oui, je pense que vous simplifiez lorsque vous parlez de modèle à offre fixe et modèle à offre flexible, parce que je ne crois pas que le modèle actuel est à offre fixe, parce que les chauffeurs de taxi sont nombreux et ils peuvent décider de venir sur le marché ou non. Ça me semble incorrect, Madame la députée. Le nombre de permis est fixe. Le nombre de permis est fixe, mais si tous ces chauffeurs-là décidaient de travailler en même temps, il y a donc une offre flexible à l'intérieur d'un registre, d'une offre qui est gérée avec des permis. Puis il y a quand même une offre de chauffeur qui est flexible. Puis les chauffeurs ont quand même une flexibilité. Si j'utilisais les termes offre limitée, est-ce que c'est... Laissez-moi juste terminer, Monsieur Lavoie. On va y aller à tour de rôle, si vous permettez. Donc, je pense qu'il ne faut pas simplifier à outrance. Et je crois que vous savez peut-être qu'à Montréal, il y a été une époque où l'offre était... si j'utilise votre vocabulaire, complètement flexible, mais en fait, à l'époque, on appelait ça plutôt sauvage. Et pour des raisons de sécurité, pour des raisons aussi de retracer les chauffeurs, pour des raisons de revenus décents pour chacun des chauffeurs, il a été décidé à une certaine époque de travailler avec des permis de taxi. On peut toujours décider, puis ça, cette question-là de permis de taxi, ça n'a rien à voir avec la plateforme technologique, parce que des gens peuvent utiliser des plateformes technologiques nouvelles et tout en fonctionnant avec des permis de taxi. On peut toujours décider de revoir cette formule de permis de taxi-là, mais comme ça l'a déjà été présenté, il y a quand même des gens qui ont investi pour acheter ces permis-là. Ça représente souvent leur fonds de pension, les chauffeurs de taxi. Pour 1,7 milliard de dollars au Québec, environ l'ensemble des permis de taxi. Si nous voulons fonctionner dans un système où il n'y a pas de permis de taxi, il devrait donc y avoir compensation. Est-ce que, à votre avis, ce sont aux contribuables à payer pour cette compensation-là, ou ce serait plutôt aux joueurs qui souhaitent ne pas avoir de permis à compenser les permis des chauffeurs de taxi? Monsieur Lavoie, il vous reste environ une minute. Très bonne question. D'abord, il faut faire une distinction entre les contribuables et les utilisateurs. À mon sens, il serait plus logique que ce soit les utilisateurs, parce que si ce sont les joueurs, le prix va se ramasser chez les utilisateurs. Et ça empêche que tous les contribuables aient à faire face à ce coût-là. Ce qui est important ici, quand vous dites comment est-ce qu'on va le faire? Comment est-ce qu'on va rembourser ça? Mais là, vous posez la question. Et là-dessus, tout dépend de deux facteurs. Quelle est la valeur qui doit être remboursée? Est-ce qu'elle est basée sur le prix qui est sur le marché aujourd'hui? Il y a une partie qui est fonction du système qu'on a mis en place. Il y a une partie du fonction du marché secondaire lui-même. Ça, c'est la grande question. L'autre grande question, c'est si les permis, je spécule, chutaient de 50 %, devrait-on les rembourser à 100 %? Alors là, il faudra avoir véritablement, moi je suis en faveur d'une compensation. Il va falloir que ce soit une compensation qui est fonction de la modification du marché. Et là, ce sera de savoir exactement de quel pourcentage il est question. Merci. Ça termine la période de questions réservée à l'opposition officielle. Nous passons maintenant au deuxième groupe d'opposition, Monsieur le député de Groux. Merci, Monsieur le Président. Alors, bienvenue, Monsieur Lavoie. Alors, je voudrais d'abord faire une petite historique pour remettre en perspective le contexte que l'on vit présentement avec Uber, parce que c'est pas d'aujourd'hui qu'on voit de l'innovation qui arrive et puis que le législateur tarde à s'ajuster aux innovations qui se pointent. Alors, je vais revenir au tournant des années 1800. Cornelius Vanderbilt, le premier tycoon américain, lui transportait des gens de Staten Island à Manhattan en bateau.
Et puis finalement, il était illégal parce qu'il y avait des droits qui devaient être payés. Puis il a décidé d'offrir un service moins cher que les autres. Et puis en offrant également une valeur ajoutée, en offrant la boisson sur le bateau. Donc les gens aimaient ça. Il grugeait la clientèle des autres. Il offrait plus finalement. Alors, au bout de quelques années de débats légaux, finalement, ils ont décidé d'enlever les droits et de libéraliser un peu plus l'industrie. Donc, il est devenu extrêmement riche par la suite, puis il était dans le train. Bon, alors, c'est une histoire, juste pour dire que c'est pas d'aujourd'hui qu'on voit des situations où le législateur tarde à légiférer pour rendre des situations légales. Alors, par ailleurs, c'est une responsabilité que l'on a aussi de respecter des gens qui ont fonctionné avec le système qu'on a mis en place. Alors, ces gens ont été respectueux, d'autres l'ont moins été. On doit protéger les avoirs de ces gens-là aussi. Alors, ma question, finalement, c'est que au niveau vous avez ouvert la porte au niveau de la compensation tantôt. Vous avez répondu un petit peu à ma collègue, le député de Vachon, mais j'aimerais que vous en parliez un petit peu plus. Et puis, quelle est vraiment votre orientation au niveau de compensation? Est-ce que vous privilégieriez ça ou privilégieriez un système où on pourrait permettre aux gens avec des droits qu'ils auraient à payer pour rentrer dans le marché, finalement? Est-ce que vous avez un biais envers l'un ou envers l'autre? M. Lavoie? Je vous dirais, là, juste pour faire d'abord, sur la prémisse de votre question, vous avez tout à fait raison. C'est l'histoire la plus classique où la réalité sociale et économique est systématiquement un pas devant le cadre juridico-politique. C'est normal que ce soit comme ça. Et c'est au juridico-politique de définir l'encadrement pour soit encourager une pratique qu'il trouve souhaitable ou encore pour l'interdire parce qu'il est conscient ou il considère que c'est contraire à l'intérêt général. Maintenant, sur la compensation des permis, je pense que ça revient à ce que je disais tout à l'heure. Est-ce que s'il y a une partie du marché réservée à l'industrie du taxi traditionnel, voie réservée, stand de taxi, aire d'attente dans les hôpitaux et les institutions, le hailing, qui est une portion importante du marché de la demande, la réservation par téléphone, tout le marché des gens qui n'ont pas de carte de crédit, tout le marché des gens qui n'ont pas de téléphone intelligent. Et ce ne sont pas que des pauvres, il y a des gens qui sont très riches, qui travaillent dans le secteur bancaire, qui ne peuvent pas avoir de téléphone intelligent pour des raisons de sécurité. Il reste une portion du marché, là, qui est importante, qui nous permettrait de postuler que la valeur du permis ne peut pas être zéro à ce moment-là. Alors là, il faut évaluer exactement c'est combien. Et là-dessus, j'aurai un message à la Commission et ceux qui devront étudier ça. Il y a beaucoup d'informations contradictoires sur la valeur des permis et l'évolution de la valeur des permis. Vous avez d'un côté une information comme quoi les permis auraient beaucoup diminué dans les dernières années. Vous avez de l'autre côté de Gazette qui publie un papier comme quoi la valeur des permis se maintient, plutôt bien d'ailleurs. Alors là, il faudra savoir exactement quelle évolution est due à quoi, et là, on va avoir besoin d'étudier ça, pas seulement sur la valeur d'aujourd'hui, mais sur une période beaucoup plus large. Et je vous dirais une autre chose qui, à mon sens, est extraordinairement importante. Si on s'entête à garder le statu quo, on contribue de manière volontaire ou involontaire à ce que des joueurs très puissants, très costauds, puissent tenter leur coup dans un environnement réglementaire qui est flou ou hostile. Et si vous me permettez une mini-anecdote. Il existe des nouvelles technologies où on peut mettre en location, privément, son entrée de garage, un driveway. Appelez ça le Airbnb de l'entrée de garage, par exemple. Il n'y a pas de cadre municipal pour ça. C'est un environnement réglementaire qui serait flou. Pourtant, à Montréal, aujourd'hui, il y a des compagnies américaines très importantes qui, parce qu'elles sont rendues importantes, peuvent se permettre de se lancer dans un marché où le cadre réglementaire est flou. Quelle est la conséquence de ça? La petite start-up québécoise, l'entrepreneur québécois qui, lui, veut se lancer là-dedans, aura-t-il la capacité de se risquer dans un marché? Sera-t-il capable de lever du capital et du financement dans un marché qui est flou? Le très gros pourra le faire, pas le petit, pas le local. Lui se trouve à être écarté à cause de notre flou et de notre hésitation. Si l'on veut éviter les monopoles, tant dans l'industrie classique que dans l'industrie nouvelle, il faudra absolument
ouvrir le marché afin de susciter une concurrence et l'émergence de champions locaux parce qu'on leur a donné des signaux clairs dans le cadre réglementaire. Monsieur le député Gros, il reste quelques secondes. Rapidement, alors, au niveau de la modulation des tarifs qu'Hubert propose. Seconde, c'est 10 secondes pour faire un commentaire, c'est tout. Qu'est-ce que vous en pensez? Vite. Ce qui est très important, deux choses. L'information doit être claire. Il doit être impossible de se faire imposer un prix pour lequel on n'a pas dit qu'on était d'accord. L'autre chose, et l'algorithme entre en place automatiquement, il faut penser à des cas comme le gouvernement le fait dans des cas de catastrophe. Je viens de sonner avec Saint-Jean, je me souviens très bien des inondations de 98. Il me semble que c'est 96, pardon. Merci, monsieur le député. Il est correct, par exemple, pour un hôtel, de jouer l'offre et la demande dans ses prix. Alors, malheureusement... Juste rapidement, il serait impensable et injustifiable de le faire dans un cas de catastrophe. Alors là, voilà un cadre réglementaire que je vous arrête parce qu'on dépasse presque d'une minute le temps réservé. Alors, je veux préserver l'enveloppe de 3 minutes réservée aux députés indépendants. Monsieur le député de Mercier. Merci, Monsieur le Président. Monsieur Lavoie, bienvenue. Monsieur Lavoie, vous êtes ici à titre personnel ou à titre de représentant de Projet Montréal? Abraham Lincoln vous dirait qu'une maison séparée ne peut pas tenir. Je ne peux pas me dissocier que je sois un élu de Projet Montréal. Mais disons que les positions que vous défendez sont des positions principalement les vôtres, n'est-ce pas? Bien là, vous avez tort, monsieur le député. Oui. La motion que Projet Montréal a déposée, nous l'avons déposée il y a 1 an, et je vous invite à la lire. C'est correct. Donc, mais c'est la même. Elle a été adoptée à l'unanimité par notre caucus, qui est de plus de 25 personnes. Monsieur Lavoie, j'ai 3 minutes, donc on va y aller rapidement. Donc, c'est la position de Projet Montréal, c'est ça? Oui. Vous êtes si bon. Très bien. Vous savez, moi, je suis en faveur de la mobilité et de la mobilité durable, l'augmentation de la mobilité et la diminution de l'automobile individuelle. D'ailleurs, j'ai perdu le mien parce qu'il était usé. Et depuis ce temps-là, je suis à Communauto. J'ai ma carte d'Opus pour transport ici à Québec comme à Montréal. Je fais du vélo, même du vélo sous zéro. Et même, en fait, il y a 30 ans, quand j'étudiais en médecine à Québec, je faisais le trajet avec un vrai projet de partage, d'économie du partage, qui s'appelait Allostop. Pour rappeler, c'était bon. Alors, nous en sommes. Et je crois que tous les partis réunis ici, à l'entour de la table, parlent d'une même voix en matière de ouverture pour les nouvelles technologies. Nous avons salué tous les IPRA taxis de ce monde, le Taxelco avec son système TO, ici à Québec, la Coop de Québec qui a un système intégré, une plateforme technologique numérique qui permet en temps réel de suivre le trajet des taxis. Bon, et il y a des applications mobiles, etc. Donc, personne ici n'est contre ça. Ce que j'aimerais savoir de votre part, est-ce que, pour vous, Uber, l'entreprise, cette multinationale qui emmène des conducteurs à penser qu'ils peuvent se dispenser de suivre les règles, est-ce que c'est Uber que vous défendez ou plutôt les plateformes technologiques? Monsieur Lavoie, vous avez 1 minute. Merci. Bien sûr que je défends les plateformes technologiques. Et qu'est-ce que vous pensez d'Uber? Uber subit actuellement une poursuite pour infraction criminelle en France. 2 de ses dirigeants ont été accusés de pratiques commerciales trompeuses. Ces criminels est passible de prison. Est-ce que vous pensez qu'Uber opère autrement et différemment ici au Québec? Je sais qu'Uber opère dans un nombre de villes où ils sont tout à fait dans la réglementation. La question, c'est pas Uber. Non, ils sont pas dans si vous me permettez, monsieur le député, j'ai 1 minute pour vous répondre. Je demandais ici, à Montréal, est-ce qu'ils opèrent Monsieur le député de Mercier, on va laisser la parole à monsieur Lavoie. Il reste à peine quelques secondes. Monsieur le député, lorsque vous dites, par exemple, lorsque je faisais l'aller-retour Québec-Montréal, il y a des milliers et des milliers de voitures tous les jours qui font Québec-Montréal avec 3 sièges vides dans la voiture. Si on permettait à quelqu'un de faire un petit profit, pensez-vous qu'il y aurait plus de... Partage, c'est pas Uber. Pensez-vous... Ça reste au Québec. Monsieur le député, pensez-vous qu'il y a plus de gens qui utiliseraient ce service-là plutôt que... Le temps est terminé, malheureusement. Monsieur le député, merci. Le temps est terminé. Vous avez déjà dépassé de 30 secondes. Ce que je veux savoir, c'est que Uber, qui délocalise ses profits, est-ce que vous êtes d'accord? Monsieur Lavoie, je vous remercie de votre contribution à nos travaux. Je vais lever la séance quelques instants, le temps que nous permettions à nos prochains invités de prendre place.